BX1+. Le face-à-face. Est-ce que le monde de la nuit, mais le monde de la nuit au sens large, va se remettre de la crise de la Covid-19 ? Est-ce que les difficultés financières sont surmontables pour ce secteur ? Et on va parler de ce secteur au sens large. On a beaucoup parlé des boîtes de nuit ces dernières semaines. On veut élargir un petit peu le débat aux cabarets, aux salles de spectacle, à tous ceux qui proposent des activités en début ou en cours de soirée. On sera donc avec Laurence Demanet, qui est coordinatrice des événements à la Tricoterie, c'est à Saint-Gilles, et avec Lorenzo Serra, qui est le cofondateur de la Bruxelles Night Fédération. Ça, c'est une boîte de nuit, enfin, c'est l'ensemble des boîtes de nuit au sens traditionnel de la définition. On espère avoir dans quelques minutes avec nous Maude Partouche, qui est la fondatrice de Madame Moustache, mais qu'on n'arrive pas à joindre. Si jamais elle nous entend, c'est le moment de nous appeler. On va d'abord poser un petit peu le cadre du débat. Arnaud Bruckner, rappeler les règles qui sont en cours et qui ne sont pas faciles à appliquer, évidemment, pour le secteur de la nuit. Oui, d'autant que les mesures divergent entre discothèques et Horeca. Alors commençons par les premières. Là, le Covid Safety Kit est requis, preuve donc de vaccination, de rétablissement ou de tests récents. Mais à cela s'ajoute désormais une autre condition, soit le port du masque obligatoire dans la boîte de nuit, soit le fait de réaliser un autotest pour prouver l'absence d'infection. Quant à l'Horeca, bar, café, resto, etc., là, le test n'est pas demandé, mais le CST reste toujours obligatoire. CST auquel s'ajoute une obligation de port du masque dès 10 ans lorsque le client n'est pas assis à table ou au comptoir. Alors je vais commencer avec vous, Laurence Demanet. D'abord peut-être repréciser un petit peu ce qu'est la Tricoterie pour ceux qui ne connaîtraient pas. On est à Saint-Gilles, on est sur un lieu qui propose parfois des expositions, qui propose un peu d'Horeca, qui propose des concerts, parfois des scènes ouvertes. Est-ce que cette définition-là, elle vous convient ? Et à quel protocole aujourd'hui est-ce que vous obéissez ? Nous, comme on fait effectivement un peu tout, des activités culturelles, festives ou plutôt expositions, etc., comme vous venez de dire, mais aussi des événements privés, par exemple des mariages, des fêtes d'anniversaire où les gens, à un moment donné, sont susceptibles de danser, on est soumis à toutes les sauces, en gros. Donc, on doit respecter les règles de tout ce qui est discothèque maintenant quand on a une soirée dansante, même si on n'est pas en soi une boîte de nuit. La danse, c'est une activité qu'on accueille dans nos murs et on est soumis à tout ce qui concerne l'Horeca et les restrictions culturelles. Donc, ça veut dire, pour être très clair, pour être clair, Laurence Demanet, c'est que si je vais à la Tricoterie dans les prochains jours ou prochaines semaines, je vais devoir non seulement avoir le CST, mais le fameux test récent en plus ? Ça va dépendre de l'activité que vous venez faire chez nous. Je ne peux pas répondre, je suis désolée. Si vous venez juste pour voir une exposition, ce sera juste le CST. Si vous venez au Café des Tricoteurs, ce sera juste le CST avec le port du masque. Si vous venez danser, là, on est en pleine discussion pour une prochaine soirée qu'on avait prévue, de voir comment on va la mener, puisque là, le CST est requis, avec en plus le port du masque, ou bien le test, l'autotest à faire avant de rentrer. Voilà. Donc c'est pas si facile. Est-ce que vos clients, ceux qui vous fréquentent, s'y retrouvent ? Est-ce que ça veut dire que vous devez les informer à chaque fois en fonction de l'activité que vous pratiquez ? Et puis question subsidiaire, je viens dans l'après-midi voir une exposition, puis finalement je m'installe au bar et je reste pour la soirée. Vous avez les moyens de vous assurer que je suis bien dans les clous ? Mais oui, voilà. Et donc, pour nous, c'est vraiment kafkaïen, déjà, nous, en interne, d'essayer de s'y retrouver dans toutes les mesures qui changent régulièrement et de faire ce qui nous est demandé correctement, ni plus ni moins. C'est la première chose. Et clairement, pour tous les gens qui fréquentent nos activités, effectivement, sur le site Internet, on doit chaque fois rappeler, selon l'activité, ce qui est requis ou pas requis. Et nous-mêmes, pour tous les événements privés, resituer auprès de nos clients ce qui leur sera demandé ou pas. Alors, Lorenzo Serra. Ouais, Lorenzo Serra, je vous donne la parole. On vous a déjà entendu, je pense que c'était pas plus tard que la semaine dernière dans un face-à-face. On vous remercie de vous libérer de nouveau pour être avec nous. Comment ça se passe concrètement pour les boîtes de nuit ? Vous nous aviez dit ça va pas être possible d'organiser du testing à l'entrée, d'avoir des files sur les trottoirs dans les rues. On a entendu Barbara Track qui disait que le gouvernement bruxellois réfléchissait à peut-être avoir des lieux centralisés pour ce fameux testing. On en est où sur ce dossier ? Et quel est le moral aujourd'hui du secteur de la nuit bruxellois ? Je vais répondre à plusieurs choses en même temps. Vous avez 2 questions, je vais répondre à 3 questions. La première, c'est de dire, quand on écoute Laurence, c'est effectivement très compliqué et très complexe aujourd'hui, quand on est organisateur d'événements, de savoir dans quelle case on se situe. La case des autotests est d'ailleurs très très complexe, puisqu'en fait, elle ne s'adresse qu'aux boîtes de nuit, aux clubs et aux discothèques a priori. Ce qui veut dire que si on n'a pas le code 56 302,
le code NAS, a priori, c'est port du masque et pas d'autotest. Donc, les textes sont encore assez flous, donc on est encore en train de tout dépatouiller par rapport à l'arrêté ministériel, mais il semble que ce soit le cas. On a donc un problème, par exemple, avec un gros événement à Bruxelles, qui est le Fuck and YK au Nouvel An. C'est au Palais 12, c'est pas une boîte de nuit, il n'y a pas le code NAS 56302. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire cet événement qui va rassembler 20 000 personnes en faisant des autotests avec port du masque? Et là, je viens à la deuxième question. Le port du masque en boîte de nuit, c'est totalement illusoire. On l'a dit, on l'a défendu. C'est très, très compliqué. D'ailleurs, ceux qui ont essayé de l'appliquer ce week-end, parce qu'on a eu des feedbacks autant de Flandre que de Bruxelles, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas marché. Ils ont même perdu de la clientèle. Et alors, les autotests, c'est effectivement très, très compliqué à opérer devant les portes des clubs. Par exemple, le Fuse a décentralisé son centre d'autotest, puisqu'il se trouvait à 100 mètres du club. Ils ont travaillé avec 4 personnes. Leur conclusion était de dire qu'ils allaient devoir mettre au moins le double pour pouvoir faire ça assez rapidement. Donc, dans l'ensemble, j'ai envie de dire que ça s'est plutôt pas trop mal passé, vu le rush dans lequel on s'est retrouvé. Mais il y avait quand même un grand flou autour du test, c'est-à-dire test salivaire ou test nasal. La plupart ont fait le test salivaire, ça a sans doute facilité les choses. Et le texte est de nouveau flou par rapport à ça. Donc, en flamand, on ne peut pas faire les textes salivaires. En français, on peut. Oui, donc là, voilà. C'est pas simple. Ouais. Donc, c'est pas simple. Pour la centralisation des tests, qui avait été une idée. On sait que, par exemple, il y a des tests qui sont organisés place Poulart. Mais ça, c'était du temps où c'était les tests pour avoir droit au CST, les tests quotidiens par le droit au CST. Il y a une centralisation organisée par la région ou pas encore? Ça, c'est une idée qu'on avait émise, effectivement, à l'époque, de dire qu'il fallait absolument qu'on ait un centre de testing antigénique, simplement pour ne pas discriminer la population qui veut aller au restaurant, en bar ou en discothèque. Ici, l'idée, c'est effectivement avoir des autotests qui ne sont pas dans des rues où les trottoirs sont étroits, où on ne met pas en risque la santé ou la vie des gens, tout simplement parce qu'ils seraient dans un lieu où il y a trop de trafic routier, où quelqu'un pourrait se faire écraser, par exemple. Et donc, oui, c'est une idée qu'on a émise, qui a été soutenue par la Fédération Horeca et par Visit Brussels, qui est en discussion actuellement dans les différents cabinets de la région de Bruxelles-Capitale. Et j'ai envie de dire que tout est en route pour que ça se fasse. Je suis assez optimiste. Et on parle de 6 containers à 6 endroits stratégiques de la région. Voilà, donc 6 endroits où on pourrait faire des tests. Je reviens chez vous, Laurence Demanet. Est-ce que... Alors vous êtes un lieu un petit peu alternatif à la tricoterie, mais j'imagine que boucler le budget, c'est quand même important. Est-ce que vous avez un manque à gagner avec ce qui se passe ces jours-ci avec ces nouvelles règles, mais d'une manière plus générale depuis quelques semaines? Avec les nouvelles règles, c'est un peu trop tôt pour le dire, puisque ça date du 20 novembre et on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir énormément d'événements où elles étaient imposées. Auparavant, on était limité dans l'accueil du nombre de personnes, puisque en fonction de la capacité normale des salles et les distanciations sociales à respecter, forcément, on pouvait accueillir beaucoup moins de monde. Et ça, c'est un impact direct sur le chiffre d'affaires, évidemment. En tout cas, en Horeca, boissons et nourriture. Et même pour pouvoir accueillir certains événements qui demandaient une certaine ampleur qu'on ne pouvait plus faire dans nos salles. Donc, c'est clair que de ce point de vue-là, c'est très important. Et l'autre aspect aussi, c'est tout ce qu'on doit mettre en place comme logistique pour respecter le fait que on doit contrôler des CST, on doit potentiellement faire des autotests. Nous, on ne l'a pas encore fait, mais si jamais on accueille une activité dansante, on verra. Donc, tout ça, c'est du personnel en plus, des heures en plus. Et donc c'est clair qu'on perd à de nombreux tableaux, plus toute la partie logistique qu'on doit penser, la circulation dans nos salles. On a dû acheter plein de matériel, le gel hydro, les masques, tous ces trucs. Enfin, vraiment, c'est pas la double peine, c'est carrément la triple peine, quoi. Alors, Maud Partouche nous a rejoint pour Madame Moustache. Je vous prends à froid, je ne sais pas si vous avez entendu le début du débat, mais la question va être celle-ci. Est-ce que chez vous aussi, avec les nouvelles règles, il y a un manque à gagner, moins de public, plus de dépenses, comme on vient de le dire pour la tricoterie? Et d'une manière générale, est-ce que vous avez perdu beaucoup de fréquentation depuis cette rentrée de septembre? Alors, non, moi je dirais que j'ai gagné de la fréquentation par rapport à avant, bizarrement. Donc, nous, on a fait les autotests justement ce week-end et ça s'est très très bien passé. Après, oui, c'est beaucoup de logistique.
Mais je pense que ça a rassuré les gens vaccinés, les jeunes, et j'ai vraiment eu plus de monde que d'habitude. Ouais. Pour qu'on comprenne bien, avec le début de notre débat, vous appliquez les règles de l'Horeca ou les règles des boîtes de nuit à Madame Moustache? C'est Covid Safety Key, contrôle de pièces d'identité, plus autotest. Ouais, donc c'est les règles boîte de nuit. Et donc pour vous, ça n'est pas trop pénalisant, si je vous comprends bien. Lorenzo, non. Ouais, Lorenzo Serra, comment est-ce que vous expliquez ça, que ça se passe plutôt bien dans certains lieux et que ça soit kafkaïen dans d'autres? Parce que la tonalité générale du secteur, je pense que vous pouvez nous dire qu'elle est quand même pas aussi positive. Alors, par rapport à ce que Maud dit, par rapport à son établissement, il faut savoir qu'il a une particularité, c'est qu'il est aussi situé à un endroit où en face de chez elle, il y a de la place pour pouvoir faire l'autotest. Tous les lieux n'ont pas ce luxe-là. Ouais, on est place Sainte-Catherine, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc l'autre chose, c'est qu'il faut toujours voir dans la longueur. Ici, on a eu un week-end et on pourrait presque se demander si c'était pas un week-end comme le 1er octobre, c'est-à-dire que des gens sont sortis en se disant « et si c'était le dernier ?» Donc on a sans doute eu cet effet-là aussi. Et la troisième chose, c'est qu'il faut voir le surcoût que ça représente. Donc dans les établissements, il y a la fréquentation, il y a le chiffre d'affaires, mais il y a aussi le bénéfice net. Et ici, c'est clair que les coûts sont clairement en hausse. Et ça, c'est le cas dans tous les clubs. Je parlais à tout de suite du Fuse qui disait on va avoir mettre 10 personnes. Vous imaginez le payroll par heure que ça représente. Ouais. Sur le long terme, c'est vraiment catastrophique s'il n'y a pas une aide supplémentaire. D'où l'idée des containers et de décentraliser. C'est pour que ce ne soit pas sur le payroll des clubs et qu'on apporte une solution à l'ensemble du secteur. Ouais, mot de Partouche. Le feedback est le même dans toute la Belgique, en fait. Mot de Partouche, juste une petite précision pour qu'on comprenne bien. Votre clientèle, est-ce que je me trompe si je dis que c'est essentiellement des jeunes et plutôt des étudiants chez vous? Oui, c'est des jeunes, des étudiants, beaucoup aussi comment dire, quand même plus trentenaires, quarantenaires. Mais c'est sûr que nous, ça va apporter un gros coût et qu'il ne faut vraiment pas le faire devant nos établissements. Il faut des conteneurs. Il faudrait offrir les autotests à tous les vaccinés aussi. Ouais. Alors, on va peut-être jeter un petit coup d'œil à la manière dont ça s'organise chez nos pays voisins et puis on va poursuivre le débat. Arnaud Bruckner. Alors, en France, le pass sanitaire reste en vigueur depuis le mois d'août pour accéder aux cafés et restaurants dès 12 ans. Idem pour les discothèques, les clubs et les bars dansants, je cite. Du côté des Pays-Bas, là, un confinement partiel a été édicté récemment, mais les bars et restaurants restent ouverts malgré une fermeture à 20h. Un certificat Covid est nécessaire depuis le début du mois pour accéder à l'Horeca dès 13 ans et les clients doivent rester assis et ne peuvent consommer debout. Les discothèques et les boîtes de nuit, elles, restent fermées. Alors Lorenzo Serra, les chiffres restent pas bons au point de vue des contaminations, des hospitalisations. On n'a pas encore atteint le pic de cette quatrième vague, si on doit parler de quatrième vague. Il y a toujours la menace d'un reconfinement qui plane un petit peu. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait mortel pour un certain nombre d'acteurs du secteur? Est-ce que aujourd'hui, j'entends, on arrive, c'est difficile, on a des revenus en moins, des dépenses en plus, mais grosso modo, il y a un certain nombre d'acteurs qui tiennent, qui pensent passer le cap. S'il y a un reconfinement, ce ne sera pas le cas? Il y aura des fermetures? Alors, est-ce qu'on va tenir le cap déjà ouvert? La question, franchement, c'est comme je le disais, je pense qu'il faut le voir sur la longueur et voir si on va avoir une fréquentation vraiment très très forte pendant le mois ou les 2 mois qui viennent. On ne peut pas se fier sur un week-end. Il y a quand même des clubs qui disaient avoir perdu jusqu'à 40% de fréquentation ce week-end, donc il n'y a pas que du bonheur. Et alors, s'il y a un confinement, une fois de plus, la question va se poser de savoir si ce sera une micro-décision de fermer juste les discothèques et le clubbing, ou si on va prendre une macro-décision qui va fermer l'ensemble de la société pour faire baisser la courbe. Si c'est pour fermer que les clubs en espérant que ça va marcher, c'est une blague. Donc, à un moment, effectivement, si on ferme le secteur, on n'aura pas le choix. On va subir une décision qui sera politique. Et là, clairement, il faudra des aides financières fortes pour tenir le secteur et qu'il puisse rouvrir dès que la vague descend. Mais une fois de plus, si on veut faire baisser les soins intensifs, ne parlons pas de contamination, ici on parle des soins intensifs, il faut des macro-décisions pour que ça ait de l'effet. Donc moi j'ai quelques doutes et je pense que je ne suis pas le seul à avoir, par rapport aux décisions qui ont été prises, pour voir si sur le long terme ça va réellement fonctionner. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui auront de toute façon changé dans le secteur de la nuit? Est-ce qu'il y a des acteurs qui vont disparaître, qui ont peut-être déjà fermé, ou d'autres qui sont obligés de se réinventer avec des positionnements un petit peu différents? Est-ce que vous observez de votre poste d'observation déjà ce genre de choses ou pas encore? Il y a quand même 3 clubs qui sont en réorganisation
Judiciaire. Judiciaire, merci. Il y a quand même 2 clubs qui ont décidé de ne pas rouvrir. Il y en a certains qui ferment sur certaines dates parce qu'ils les jugent trop risqués. Moi, je connais des établissements qui ont décidé d'arrêter. Il y a beaucoup de gros événements avec prévente qui sont annulés. Ça, il faut pas, parce qu'il ne faut pas remettre tout que sur le clubbing. Il y a énormément d'organisations de soirées qui ne sont pas dans des discothèques et qui sont en train d'annuler. Et là, on parle d'événements avec 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 personnes. Il y a des grosses catastrophes qui s'annoncent sur le Nouvel An. Donc, la situation, il faut le voir de manière transversale, en fait. Il n'y a pas que les établissements, il y a aussi tout le reste, tous les promoteurs qui le font dans les lieux des autres et qui, eux, ramènent beaucoup de monde, que ce soit dans les musées, les occupations temporaires, les boîtes de nuit, les bars de nuit ou le Palais 12, si on prend un exemple. Ouais, donc, tout ce tourisme qui est lié à la fête et à nos soirées. Maud Partouche, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé à Madame Moustache? Et par exemple, est-ce que vous avez déjà programmé une soirée de Nouvel An ou pas? Non, pas trop. Justement, n'hésitez, on est dessus. On va terminer notre programmation. Mais c'est ça qui est très difficile. Comme d'une semaine à l'autre, on pense qu'on va être fermé, ouvert. On a beaucoup d'annulations aussi des artistes qui ont le Covid. Et puis, par contre, aussi, ce qui a été très, très difficile, c'est que on a eu beaucoup de personnel qui ont attrapé le Covid. Donc, à un moment donné, nous, on a failli pas ouvrir parce que plus personne ne pouvait travailler. Enfin, c'est vrai que dans le contexte, oui, c'est pas facile. Maintenant, toutes ces règles, c'est les conditions pour vivre avec le virus et qu'il faut s'adapter. Moi, personnellement, je préfère rester ouvert que fermé, mais de toute façon, on sera toujours le premier secteur fermé. Et ça, c'est une certitude. Et on a quand même attendu 18 mois, ce qui était très, 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 très long. Ouais. Vous dites ça avec une certaine dose de fatalité. Il n'y a pas de révolte? Il y a de la révolte, il y a eu longtemps de la révolte. Moi, je fais partie des clubs en réorganisation judiciaire, donc oui, il y a de la révolte. J'ouvre pour payer des dettes, je vais avoir au moins pendant 5 ans de dettes. On doit tout recommencer, ça fait 12 ans qu'on est là. Mais bon, on s'accroche. On s'accroche. Ouais. Même question pour Laurence Demanet. Est-ce qu'à la tricoterie, je sais que vous aviez investi dans une salle de spectacle, hein, donc il y avait une diversification qui était un petit peu en cours. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne ferez plus comme avant? C'est pour le moment vraiment trop tôt pour le dire. En tout cas, oui, comme avant, sans doute que si ça perdure encore cette situation, on va devoir vraiment réfléchir parce que là, on est plus dans le répondant à ce qui nous est imposé. À un moment donné, il va falloir qu'on se pose et qu'on se dise, OK, comment nous, on réussit encore à fonctionner en sachant que c'est comme ça et que ça va durer plus que 2 mois, 3 mois parce que là, c'est vrai qu'on ne voit plus trop le bout du tunnel. Donc, je pense qu'il faudra qu'on se pose pour voir comment on arrive à moins souffrir parce que là, on est vraiment dans la réactivité. Et au niveau logistique, organisation et tout ça, c'est vraiment kafkaïen. Et exactement comme pour Madame Moustache, on a des projets d'événements qu'on est en train d'essayer d'organiser. Et puis, on a des doutes très profonds sur est-ce qu'on va vraiment pouvoir. Oui, on a une fête de Nouvel An dans le pipeline. Oui, on a une Balkan le 11 décembre. On a des gens qui se sont inscrits. Il y a eu des préventes. Et vraiment, on est dans le grand doute parce que si ça ne marche pas et qu'on a mis toute cette énergie pour organiser quelque chose, c'est non seulement très décourageant, mais financièrement, c'est un bouillon et on ne peut plus se permettre en fait de se tromper là-dessus parce que ça fait trop longtemps qu'on est déjà en train de grignoter sur les petits bénéfices qu'on pouvait faire. Donc, voilà. Ouais. Lorenzo Serra, aujourd'hui, bon, la Bruxelles Night Fédération, vous représentez qui exactement? Et est-ce que finalement, il y a d'autres secteurs avec lesquels vous pourriez vous allier? Je ne sais pas, est-ce que la tricoterie, par exemple, ça fait partie de votre fédération? Madame Moustache aussi, est-ce que vous considérez que c'est le même métier, pas le même métier? Parce que visiblement, tout le monde rencontre un petit peu les mêmes problématiques. Et est-ce que vous pesez assez fort dans les discussions avec le monde politique et notamment avec le fameux comité de concertation? Ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer de répondre très concrètement et de manière concise. En fait, Madame Moustache fait partie de la fédération. Toute personne peut rentrer dans la fédération à partir du moment où elle a un établissement ou bien qu'elle organise des soirées nightlife. On peut très très bien imaginer qu'un musée qui se mettrait à faire 12 soirées par an rentre dans la fédération de la nuit. Est-ce qu'on pèse assez lourd? Oui, je pense qu'en 24 mois, il y a 24 mois, nous n'existions pas. Aujourd'hui, on est à la table de la discussion avec la région, avec le fédéral, avec le commissariat Corona. Hier, on avait une discussion sur la ventilation des lieux au commissariat Corona avec le cabinet Van den Broek. On est assis à table avec la Event Confédération, avec la FCI, donc les fédérations événementielles.
on est considéré comme ayant un pied dans l'horeca et dans l'événementiel. Et c'est la réalité. C'est ça qui rend notre métier complexe aussi, c'est que nous sommes avec un pied dans chacun d'eux. Puisque nous avons des itinérants et des sédentaires qui sont les lieux. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on fait partie des experts qu'on consulte pour avoir notre avis. Alors, est-ce qu'on en tient toujours compte? Ça, c'est une autre question. Il faut savoir, hein, comme je l'avais dit, on était totalement contre la décision qui a été prise mercredi passé. Nous étions pour un COVID safety kit avec juste un passeport vaccinal dans lequel on retrouvait les vaccinés et les immunisés. Donc, on ne nous a pas écoutés, mais on nous a consultés avant de... Alors, est-ce qu'on nous consulte à temps? C'est une autre question. On a commencé à nous consulter 24 heures avant la décision. Donc, ça, c'est quand même aussi assez rock'n'roll dans ce pays. C'est que... On aurait pu commencer à travailler 2 mois à l'avance sur le reconfinement. Idem pour tout le débat sur le vaccin obligatoire. On va ouvrir le débat en pleine crise, c'est une blague. On ne pouvait pas ouvrir le débat il y a 4 mois. Enfin, c'est quand même... On est toujours en last minute dans ce pays sur ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. C'est que j'aimerais bien qu'on arrête de travailler en last minute et de s'imaginer que les secteurs doivent toujours répondre en 24 heures sur quelque chose qui prend un peu plus de temps de réflexion. Mais sinon, oui, on a la table de discussion avec l'ensemble, avec le communal, avec le régional et le fédéral. Mais on a le droit de pousser des coups de gueule. Hein. C'est aussi pour ça qu'on fait des émissions et qu'on vous invite, Lorenzo Serra, avec l'espoir que quelqu'un vous entende de l'autre côté. Je vais terminer avec une question très concrète, mais c'est pour donner un petit peu l'idée de ce que ça représente, ce secteur, parce que ça ne doit pas être trop abstrait. Il y a du très concret derrière. Je voudrais demander à Madame Moustache, donc Maud Partouche, et à la tricoterie Laurence Demanet, en vitesse de croisière, quand tout va bien, quand vous cumulez tous les contrats, ceux qui travaillent de manière régulière et ceux qui travaillent à la prestation, à la journée, il y a combien de personnes que vous employez dans vos établissements respectifs? Maud Partouche. Moi, avec la Sécu, les artifs, on est souvent en moyenne 15, 17 sur une soirée avec entre les artistes, la Sécu, les toilettes... les entrées, les bars et tout ça. Donc une quinzaine de personnes par soirée. La tricoterie, Laurence Demanet? Par soirée, par saison, on va dire, parce que par soirée, je ne sais pas vous dire, on fait de tout, on fait des tout petits événements de 30 personnes, il y en a qui des événements de 400, donc c'est compliqué. Par contre, je peux vous dire qu'on a environ une vingtaine de personnes qui sont sous contrat d'employés, temps plein ou temps partiel, qu'on a une vingtaine de freelance avec lesquels on travaille et qu'on a à peu près une cinquantaine d'étudiants qui viennent aussi nous donner un coup de main sur l'ensemble d'une saison, quoi. Ça veut dire que ça fait jusqu'à une centaine de personnes qui peuvent, à un moment ou à un autre, travailler pour vous. Lorenzo Serra, je dois multiplier ces 2 chiffres par combien? C'est ça qui est tout à fait compliqué à Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas d'études. Donc on ne s'est jamais intéressé à la nuit, il n'y a pas d'étude qui va vous donner ce chiffre. Et donc c'est une des premières choses qu'on veut mettre en place, c'est étudier la nuit avec tous ces secteurs et tout ce secteur qui est pyramidal, en fait. Vous l'avez compris dans ce qu'on a dit. Il y a 2, 3 CDI, 4, 5, et puis après, vous avez des CDD, vous avez de l'intérim, vous avez de la sous-traitance. Et donc, on doit travailler en équivalent temps plein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un gros club, c'est entre 70 et 110 personnes qui travaillent sur un soir. Sur les gros clubs où il y a 1500 personnes, ça donne quand même une idée. Vous multipliez ça par 15 et ça vous donne déjà une idée du minimum des gens que ça concerne. Voilà, ça veut dire que c'est au minimum des milliers d'emplois. Merci beaucoup, Lorenzo Serra, Bruxelles Night Fédération, Maud Partouche pour Madame Moustache et Laurence Demanet, coordinatrice des événements à la tricoterie. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. On croise les doigts pour votre secteur et on sait qu'on doit être solidaire et que dès qu'on pourra revenir dans des bonnes conditions, on ne se privera pas d'aller chez vous. Merci à tous les 3.